Voilà, nous sommes dans notre deuxième vidéo. Toujours la première séance de mercredi. En fait, la deuxième vidéo va permettre à ce que nous puissions continuer parce qu'en fait, l'objectif c'était, au minimum par publication parce qu'on publie le lundi et le mercredi. Au minimum par publication qu'on ait une série de 3 vidéos qui permettent en fait de ne pas chômer parce qu'en fait s'il faudrait faire seulement une vidéo on va se limiter. La première vidéo donne de base, la deuxième vidéo avance un peu, la troisième vidéo on avance. Donc je crois que dans la troisième vidéo on va avancer directement sur la partie de la connexion à la base de données. Alors, je pense que vous avez suivi la première vidéo. Si vous allez tomber directement sur cette vidéo, je vous conseille de revenir dans la chaîne et d'aller sur la vidéo 1 de la formation Les Bases. Voilà, donc ça va vous permettre de pouvoir voir d'abord les bases d'introduction et puis après vous allez évoluer sur cette vidéo. Mais si vous avez déjà un niveau avancé, cette vidéo ne vous posera pas de problème de compréhension. Alors dans cette vidéo, nous avons deux exercices à faire. Nous avons l'exercice sur la calculatrice et puis nous allons faire un formulaire d'enregistrement de membres sans base de données. Ok? Alors, je vais commencer par créer le projet calculatrice et sur base de ça que on va commencer ou on va faire notre travail. Donc, je crée le projet. Je vais utiliser le loop pour permettre à ce qu'on puisse mieux voir. Alors, déjà on sait comment créer un projet, donc je reviens plus là-dessus. On sait aussi comment créer un package, donc je reviens pas là-dessus. Je vais créer un package. Je vais appeler ça form. Je vais faire des formulaires et tout. Voilà. Bon, je vais commencer d'abord par créer une classe normale pour donner les bases. Et puis après, on va évoluer. Alors ça, je vais appeler ça juste base. On va apprendre des bases sur ça et puis après, on va aller plus loin. Voilà. Alors, comme je le disais, on a vu comment déclarer des variables au niveau de classe. Et on a vu le principe qu'il y avait sur l'accessibilité ou l'encapsulation. On avait vu le private, que le private n'est disponible que dans la classe où nous sommes. Donc, lorsqu'on est dans une autre classe externe, on ne peut pas avoir accès aux éléments private. Mais il est recommandé de déclarer la plupart des objets d'une classe en mode private. C'est la recommandation pour être professionnel. Quand vous déclarez vos variables, vous le déclarez en private. Donc, private int montant par exemple, private int pu, je sais pas, qt par exemple, private pt. Ok? On a trois variables déclarées. Les variables déclarées en private veulent simplement dire, j'ai pas mis int, les variables déclarées en private veulent simplement dire que ils peuvent pas être appelés à travers un objet créé dans une autre classe. On avait déjà dit que les variables objets sont des variables qui donnent accès aux ressources d'une classe. Et lorsqu'on va créer cette variable objet dans une autre classe que la classe base, cet objet-là donc j'étais en train d'expliquer de la manière dont on vous a expliqué dans les vidéos précédentes, dans la première vidéo, la déclaration des variables, l'encapsulation recommandée, c'est l'encapsulation private.
Alors en ce moment-là, on va se retrouver face à un problème. Le dilemme, c'est que en créant l'objet dans une autre classe, on n'aura pas accès à ces variables montant, excusez, Qt et pt. Pour autant, on aura quand même besoin de cela parce qu'il faudrait que d'un autre côté, que l'on puisse accéder à cela. Alors pour ça, on va créer ce qu'on appelle les getters et les setters. Les getters, ce sont des variables fonctions, donc ce sont des fonctions qui nous donnent accès aux variables, aux ressources qui retournent les ressources d'une classe déclarée private. Et les setters, ce sont des méthodes void qui permettent de pouvoir passer des valeurs à une variable private. Alors pour créer le getter, le principe c'est que le getter il est public. Dans public, il a le même type que la variable qui va représenter. Donc pour la variable montant qui est int, ça sera un getter int, donc int. Et le getter commence toujours par un get suivi de la première lettre de la variable représentée en majuscule. Donc comme il s'agit du montant, ça sera get montant. Et la variable que l'on retourne, c'est la variable montant. Point virgule. Pareil pour le Qt, public int get Qt retourne Qt. Point virgule. Pareil pour le pt, retourne pt. Voilà comment créer de getter. Pour les setters, le setter, je l'ai dit, c'est une variable void et c'est une méthode void qui reçoit en paramètre une valeur qu'il va passer à la variable des private. Donc, les getters sont des voids, public void. Cette fois-ci, on va mettre set parce que c'est un setter, set montant. Set montant, int montant. Alors, comme on a déclaré la variable, le paramètre au même nom que la variable de la classe, pour différencier, on va utiliser le mot-clé 10. Le mot-clé 10, c'est le mot qui fait référence aux objets de la classe. Donc, en faisant 10 montant, ça veut dire qu'il appelle le montant déclaré dans la classe qui sera égal au montant déclaré dans le paramètre. Ok? Si par exemple, on avait déclaré ici montant 1 par exemple, ou je sais pas, J par exemple, on n'aurait pas eu de problème parce qu'on aurait eu simplement un montant. Donc on aurait tout simplement fait montant égale J. Ça aurait passé sans problème, vous voyez. Mais maintenant, nous, généralement, quand on fait un setter, c'est comme ça qu'on le procède. On met le même nom pour représenter la chose que nous sommes en train de passer. En ce moment, si nous faisons ça, ça voudrait dire, parce que ce qui prime, c'est les éléments de la classe, de la méthode. Donc, ça voudrait dire qu'on va dire le paramètre montant égale au paramètre montant. Alors, pour résoudre ce problème, on ajoute le mot-clé 10 pour dire le montant de la classe. Et vous allez remarquer même que la couleur change parce que les variables déclarées dans la classe sont vertes et celles déclarées dans le paramètre sont noires. Donc, ça veut dire que le montant de la classe va recevoir la valeur définie dans le montant au paramètre. On fera pareil pour le Qt. Donc, public void set Qt int Qt 10 Qt égale Qt. Public void set pt int pt 10 pt égale pt. Voilà. Donc là, on a défini les getters et setters des variables déclarées private. Donc,
au niveau de notre étude, on a vu les setters et le getter. Et je crois que tout au long de notre deuxième vidéo, nous allons en pratique voir aussi l'importance que peuvent avoir le getter et les setters pratiquement parlant. Voilà, on a fini. Maintenant, on va commencer l'étude de Swing. Swing, c'est une, je peux l'appeler, c'est une librairie qui donne accès aux ressources pour développer des interfaces graphiques en Java. Alors pour autant, on va étudier les composants, donc Swing composant. Alors comment créer le composant Swing? En ce moment-là, on va pas créer Java class, mais on va venir faire JFrame Form. On va utiliser le JFrame Form qui est le formulaire sur lequel on va dessiner les interfaces, les composants, les boutons et autres. Je prends JFrame Form, c'est un formulaire. Vous allez donner le même nom. Ici, c'est calculatrice. Calculatrice. Et je valide Finish. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en particulier? Vous allez remarquer que la présentation est un peu plus différente, mais c'est toujours une classe, ok? Mais issue de JFrame Form. Et quand vous créez le JFrame Form, vous remarquez, quand vous ouvrez la base, vous avez directement le code source parce que vous êtes directement en mode source. Mais tandis que quand vous êtes sur calculatrice, parce que vous avez la possibilité d'avoir plusieurs classes ouvertes, ok? Alors quand vous êtes sur la calculatrice, vous remarquez que vous avez deux modes principalement. Vous avez le mode source qui va vous donner accès à la classe, donc la partie programmation. Et puis vous avez la partie design qui est un peu, en d'autres termes, la partie interface graphique, dans lequel vous pouvez ajuster le formulaire, la taille du formulaire. Vous pouvez, on va l'ajuster un peu, genre comme ça. Voilà, vous pouvez l'ajuster, ainsi de suite. Alors, il y a quand même une chose de particulier. Lorsque vous ajoutez un JFrame Form, il y a une palette qui s'ajoute ici à droite. C'est la palette des outils. La palette qui va donner accès aux composants. Vous avez les Swing Containers. Les Swing Containers, c'est en fait des composants qui sont censés contenir d'autres composants. Et puis, vous avez les Swing Control. Ce sont des composants, des commandes, des contrôles. Vous avez le Swing Menu, ainsi de suite et tout. Voilà, alors, je pense qu'on va, au fur et à mesure, avoir le temps d'étudier chaque composant. Je crois que dans les prochaines vidéos, celui de lundi, ça sera une étude consacrée à chaque composant. On va avoir le temps d'étudier composant par composant, composant par composant. Mais aujourd'hui, on va prendre les composants essentiels qui vont nous permettre de définir notre petite calculatrice. Alors, la première des choses, on aura besoin d'un champ, d'un écran pour afficher le texte. Donc, on va prendre le texte field et il suffit juste de cliquer. Si vous cliquez, vous allez remarquer que ça se cale dans la souris et vous venez simplement dans votre interface, vous cliquez pour dessiner le composant. On peut réajuster le composant. Je réajuste là. Je clique là. Voilà. Ok, on a quelque chose de comme ça. Déjà, ça nous va. Alors après, on va avoir les boutons. Donc, je prends bouton. Je vais mettre là. Je vais laisser là. Alors, une chose. En déposant les composants, vous avez une autre palette. Au-dessus de la palette, vous savez la palette, en dessous, vous avez la partie Property. En fait, la partie Property donne accès aux propriétés du composant. Ça veut dire que c'est dans les propriétés qu'on va pouvoir modifier. Par exemple, le texte qui est affiché est géré par la propriété texte. Donc, je peux cliquer là et effacer ce texte-là.
automatiquement, on aura le texte qui est effacé, le du texte field qui sera vide. Pour le bouton, je peux aussi, au lieu de revenir ici et modifier le bouton, je peux tout simplement faire aussi clic droit pour faire Property. Hein? J'ai accès aussi aux propriétés. Mais dans le cas ici, comme c'est un bouton, je peux aussi faire Edit Text pour directement éditer le texte qui est à l'intérieur. Donc je fais plus pour ajouter les composants. Je peux faire CTRL-C, CTRL-V, copier-coller pour éviter d'aller là-bas. Edit Text, moins, Enter pour valider, CTRL-C, CTRL-V, Edit Text, multiplication, CTRL-C, CTRL-V. Je peux garder la multiplication, je peux utiliser le X. Et puis la division, j'utilise le slash normal. Et puis j'ai effacé par exemple. Edit texte, effacer. Voilà. Après, on a les différents chiffres. 1, 2, 3, je copie ça en masse. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, deux fois ma souris. Voilà. Égal. Voilà. On peut avoir quelque chose de comme ça. Un minimum de ça, ben bref. Ça va déjà nous permettre de faire quelque chose. Alors, donc, les JFrame Form, vous avez vu qu'on a, maintenant l'étude qui sera faite, c'est l'étude des composants. Et on verra les différents composants, quand est-ce qu'utiliser le checkbox, comment utiliser les combos, les text area, le progress bar, le password, le text pan, le table, le separator, edit pan, list, toggle, le toolbar, le tab dead pan, le split pan, le panel, le scroll pan, internal frame. Bref, on aura des vidéos dans la séance 2, parce que là nous sommes dans la séance 1, où j'ai introduit comment créer un JFrame Form et comment ajouter des composants et comment modifier les propriétés de base telles que le texte affiché dans le composant. Voilà, donc on va passer. OK. Maintenant, on a une chose importante. Une chose importante, c'est que dans l'étude des composants,
on va se retrouver dans une situation. La situation est telle que, euh, vous avez les différents composants, ok, les différents composants qui sont affichés. Mais pour programmer, accéder à ce composant, les composants doivent avoir des ID, donc ça veut dire de noms qui vont se représenter. Pour que je puisse manipuler un composant, je dois connaître. En fait, les composants sont par défaut nommés, mais peut-être le nom qu'ils ont sont pas familiers à nous. Si vous venez sur chain variable name, ce composant s'appelle gTextField1. Donc si je vais avoir accès à ces composants, je dois appeler gTextField1. Alors, comme moi je veux avoir de noms que je veux reconnaître facilement par ma manipulation, je vais renommer les différents composants. Donc je vais juste faire chain variable name, j'appelle ça écran. Ça, j'appelle ça plus. Moins. Fois. Divisé. Effacer. Un. 2. 3. Oh. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Point. 0. Les noms des variables n'ont pas d'accent, hein, pas de caractères spéciaux, ne commencent pas par de chiffres. Il faut voir toutes ces histoires-là. Égal. Voilà. Maintenant que j'ai tout nommé, donc je sais reconnaître chaque composant. Après, nous avons ce qu'on appelle la programmation événementielle. Ça veut dire, si je peux exécuter le projet, vous allez voir, j'exécute. Pour la première fois, je dis OK. Voilà notre formulaire. Donc, on peut voir que les boutons sont là, mais ne fonctionnent pas parce qu'on n'a pas programmé ça. Et puis, on peut remarquer une chose. En fait, dans un formulaire, on a plusieurs commandes. Plusieurs commandes qui sont possibles. Ça veut dire, ici, par exemple, je suis en train de survoler le bouton. Vous remarquez que à chaque fois que je passe sur un bouton, il change un peu d'aspect. Mais je peux vouloir aussi programmer, par exemple, pour personnaliser cet aspect-là. Je peux dire quand il survole les boutons, que les boutons deviennent rouges. Vous comprenez? Donc, en ce moment-là, c'est l'événement. C'est comme ça qu'on fait la programmation. On définit l'événement. L'événement. Par exemple, là, je clique. Donc, quand je clique, il doit faire une opération. Mais quand je survole, il fait une autre opération. C'est ça la programmation événementielle. Donc, sur les composants, on va développer en fonction des événements bien définis. Et on en a plusieurs. Je vais changer quand même une propriété parce que, comme c'est un texte field, on peut écrire dessus, ce qui n'est pas logique avec une calculatrice. Donc, je viens sur le texte field et je décoche la propriété éditable. De manière qu'on ne peut pas éditer, et puis j'enregistre, CTRL S, on ne peut pas éditer ce champ-là. Minute. Voilà.
Donc, j'étais en train de dire, donc ici, on a modifié éditable. Donc, si on peut exécuter, vous allez remarquer qu'on ne peut plus écrire au niveau de ce champ-là. Maintenant, la programmation Swing événement. Comment voir les événements de Swing? Il suffit de faire clic droit, Event. Vous avez les différents types d'événements. Vous avez action, vous avez les événements sur le monstre, le quai, item, ainsi de suite et tout. Pour l'instant, je vais faire la démonstration sur 2 événements. Mais pendant votre étude, vous allez étudier les autres événements pour en comprendre le fonctionnement. Je prends action performed. Et vous allez remarquer qu'il m'amène, je vous avais déjà expliqué que ça c'est un commentaire, on peut le effacer. C'est ici qu'on va faire, c'est à l'intérieur de la méthode plus action performed que l'on va faire la programmation de l'action performed. Ça veut dire le code qu'on mettra ici va s'afficher directement de l'autre côté. Alors, on avait étudié quand on était dans le mode console la classe système qui permettait d'afficher le message en mode console. Maintenant, au niveau de la partie Swing, on va utiliser la classe GOptionPan avec le même principe. Donc, GOptionPan qui aura une méthode, j'ai mal écrit, GOptionPan qui aura une méthode showMessageDialog qui est une méthode statique, on l'avait expliqué parce qu'on a accès à ça directement depuis la classe GOptionPan. Et à l'intérieur, je veux mettre en premier composant, je mets nul. Et ici, je mets le message que je vais afficher. Bonjour le monde. De la même façon qu'on l'avait fait au niveau de la partie console. Alors, si je viens, je peux mettre par rapport au événement. Bonjour le monde. Vous avez cliqué sur moi. OK? Si on exécute, si on clique sur le bouton moins, il n'y a pas de réaction parce qu'on n'a pas programmé le bouton moins. Mais si on clique sur plus, vous avez un message à l'écran. Bonjour le monde, vous avez cliqué sur moi. Et ce message apparaît lorsque l'on clique sur le bouton plus. Il est juste là, le message apparaît. OK? Alors, on peut ajouter aussi un autre événement à ce bouton. On peut dire clic droit, event, mousse. Mousse entered, ça veut dire lorsque la souris passe dessus, lorsque la souris entre à l'intérieur du composant. OK? Je vais cliquer. Et je vais effacer la ligne de commentaire. Il faut toujours l'effacer. Et là, on va afficher GOptionPan. .showMessageDialog nul. À l'écran, j'ai dit vous êtes sur moi. OK? Bon, je préfère le programmer sur un autre bouton, sinon on va jamais cliquer. Parce que lorsque les messages s'affichent, ils ont caractère à bloquer l'interface. On va le faire sur le bouton moins, donc mousse entered. Voilà, sur le bouton moins. Vous avez la mousse entered. Généralement, lorsque vous créez un événement, il donne le nom du bouton associé à l'événement. C'est généralement comme ça qu'il nomme les méthodes qui vont gérer les événements. Alors, j'exécute. Ça veut dire lorsque la souris entre à l'intérieur, automatiquement le message s'affiche. Là, on n'a pas cliqué. Donc, pour le moins, on a déclaré, on a programmé l'événement mousse. Ça veut dire lorsque la souris est sur moi, exécute l'opération. Tandis que pour
la partie plus, même si je me place dessus, il n'y a pas de message. Le message s'affiche lorsque je clique. Parce que l'événement programmé, c'est le clic, l'action performée. Voilà un peu ce que je peux dire sur les événements. Si vous avez des questions, vous en poserez. String événement. Alors, les conditions en programmation. Les conditions, ça je peux l'expliquer à partir de notre classe ici, de notre classe base. Et puis on va revenir sur la partie calculatrice pour faire notre programmation. Alors, je vais créer une méthode statique pour que la classe ici soit aussi exécutable. Static void main. String arg. Voilà. Alors, la classe est aussi exécutable. On peut l'exécuter aussi. Alors, les conditions. Les conditions permettent juste de pouvoir, exécuter certaines opérations sur base de conditions. On peut par exemple dire, comme on avait dans notre exercice précédent, on va afficher le message. On va dire par exemple, entrez votre âge. On a une variable âge, ok? Et puis, on va afficher le message. Veuillez saisir votre âge. Point virgule. En ce moment, on crée l'objet scanner. Scanner égale new scanner. Vous savez déjà comment le créer. System.in, point virgule. Alors, en ce moment-là, on va simplement affecter à l'âge l'âge que la personne va saisir. Donc, next int, point virgule. En ce moment, on va maintenant appliquer les conditions. If, donc si, entre parenthèses, vous mettez votre condition, âge égale 18, ok. On peut utiliser, quand vous voulez tester l'égalité, vous allez mettre 2 égales. Si vous voulez tester la supériorité, vous allez mettre le signe de supérieur. L'infériorité supérieure, c'est ça. Inférieur ou égal. Et là, supérieur ou égal. Donc, vous allez regarder ça. Donc, je mets supérieur. A supérieur à 18. On va afficher system.out.println. Merci. Vous êtes majeur. Et sinon, donc else, sinon, system.out.println accès interdit aux mineurs. Ok? Donc, ça veut dire simplement ici, la condition, on met if, entre parenthèses, vous posez votre condition. Après l'accolade, vous exécutez la chose qui sera exécutée si cette condition est réunie. Else, c'est lorsque cette condition n'est pas réunie, il va exécuter ce qui se trouve dans else. Voilà un peu comment fonctionne le concept. Alors, je vais exécuter round file. Veuillez saisir votre âge. Je mets 12 ans. Accès interdit aux mineurs. OK? Si
j'exécute. Encore. Veuillez saisir votre âge. 19 ans. Merci, vous êtes majeur. Voilà. Donc, c'est comme ça fonctionnent les conditions. Vous allez enrichir, comme je l'ai dit, je donne les bases. Je ne donne pas toutes, mais les conditions, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'autres paramètres. Par exemple, des expressions concaténées. On peut mélanger des expressions pour poser deux conditions. Si, par exemple, vous êtes majeur et femme, vous aurez accès. Mais si vous êtes majeur et homme, vous n'aurez pas accès. Bref, il y a les et, il y a le ou. Il y a plusieurs opérateurs à ajouter dans les expressions de conditions. Ça, vous allez les enrichir avec les documents. Moi, je vous donne les bases. Et puis, on aura à évoluer avec des questions que vous aurez à poser. Maintenant, les boucles. Les boucles, c'est pas en fait différent des conditions. La seule différence, c'est que les boucles, eux, se répètent sur base d'un ensemble d'opérations qui vont se répéter. Ça veut dire les conditions, on pose la condition une fois et puis on passe. Mais les boucles, ça veut dire on repose la condition tant que l'expression ou les critères est maintenu. Alors, il existe plusieurs types de boucles en Java. On a les while, les do, le for. Alors, on va étudier quelques conditions. Alors ici, on veut voir le boucle. Par exemple, on se dit, dans l'opération de saisie, on va prendre l'âge. Tant qu'il y a de majeurs, on continue à faire entrer. Dès qu'il y a un mineur, on arrête l'opération d'entrée. OK? Donc, on peut faire while. On pose la condition. While âge. OK? While âge supérieur à 18. En ce moment-là, on va afficher l'opération. On va afficher l'opération. Donc, on aura system.out.println ici. On va afficher. Vous avez accès. OK? Bien sûr, on doit continuer parce que il va plus faire le scan qu'il y avait à l'extérieur là. Donc scan.next int point virgule. Donc system.age et puis on le fait. Alors si il termine la boucle, on peut exécuter ce qui vient après. Ce qui vient après la boucle ne sera exécuté que si seulement boucle finie. Ce qui est ici après la boucle ne sera exécuté seulement si la boucle est passée. Ainsi, si on passe F6, voilà, veuillez saisir votre âge, 19, vous avez accès. En réalité, je vais remettre aussi le message parce qu'il faudrait pas seulement qu'il attende l'âge, mais qu'il affiche encore le message. Ça veut dire après avoir affiché vous avez accès, il va encore afficher veuillez saisir votre âge. Donc, je vais exécuter. Shift F6. Veuillez saisir votre âge. 19. Veuillez saisir votre âge. 25. Veuillez saisir votre âge. Donc, tant que c'est supérieur, il va continuer à poser la question. C'est ça les boucles. Répéter une opération tant que la condition est maintenue. Alors, dès que je mets par exemple 15, automatiquement, boucle finie. Donc, il répète l'opération tant que la condition est maintenue. Dès que la condition est passée, ouf, il sort de la boucle. Et en Java, il y a plusieurs types de boucles que nous pouvons observer. Et je pense que pour l'instant, je vous donne la base sur cette boucle et vous allez
évoluer sur d'autres types de boucles, mais le principe, c'est que le boucle, c'est une répétition par des opérations en fonction d'une condition. Voilà. Donc, je vais revenir. Boucle. OK. Les castes et les conversions. Bonjour maman. Eh, ça va. Voilà. Excusez, c'était juste un peu, bon, vous comprenez parce que voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer. Attendez, je vais installer le micro. Voilà. Donc, j'étais en train d'expliquer que donc les wrappers permettent de ce sont des classes qui vont représenter des variables primitives et la plupart de certaines méthodes des wrappers sont des méthodes statiques. Ça veut dire que je peux faire un cast ou je peux faire une conversion avec des méthodes de wrapper en faisant par exemple byte. Vous avez remarqué que j'ai fait le byte avec le B majuscule parce que c'est une classe que j'appelle. Je n'appelle pas la variable primitive byte, mais j'appelle le wrapper byte. Ok? Donc quand je fais byte.parseByte, ça permet que je puisse convertir une chaîne de caractères en byte. Donc je peux faire byte 20 ou je sais pas comment et je la convertis, je la passe au niveau de la méthode lecture. Donc on peut faire des conversions sur des wrappers, donc des classes qui vont représenter des variables primitives, ou tout comme on peut faire de cast. Donc voilà un peu la petite explication sur les castes et conversions. Certes, c'est des bases. Et puis, vous avez les wrappers qui vont vous permettre de pouvoir faire des opérations. Maintenant, on va revenir sur quelques principes, sur quelques éléments. Et le dernier point que nous allons observer ou analyser, c'est le try-catch. Le try-catch. Alors, le try-catch, ici, c'est en fait la gestion des exceptions. Donc, on a vu le getter, les setters, quelques composants string, les événements sur string, les conditions, les boucles, les castes et conversions, les wrappers. On a vu le wrapper. Je vais un peu... Voilà. Le wrapper qu'on a vu, c'est juste donc, ça veut dire de la même façon, on a 8 variables primitives, on a 8 classes wrapper. Donc on a byte, la classe shout, la classe int, ainsi de suite. Ok? Alors, la classe integer. Parce que avec le int, on a le wrapper int. C'est le wrapper integer. Voilà, donc c'est un peu ça le principe. Maintenant, le try-catch, c'est la gestion des exceptions parce que dans l'exécution d'un programme, on peut avoir des exceptions qui peuvent être déclenchées. Je prends le cas, je vais déclarer le main class. Public static main string arg et on ouvre, voilà, public static void, hein? Voilà. Maintenant, le principe ici, c'est que on va, attendez, je vais changer l'emplacement de là où je suis pour avoir la possibilité de placer plus les micros à l'aise, de manière un peu plus
stable. Voilà. Là, je suis en train de vous parler calmement et un peu plus clair et un peu plus fort. Donc, j'étais en train d'expliquer. Je disais, les try-catch viennent en fait assurer la gestion des exceptions. Ok? Je prends le cas, on est dans un contexte où on a dit, par exemple, int nb1 pour nombre 1 par exemple, int nb2 et puis je dis int calcul. Ok? Et calcul égale nb1 divisé par nb2. Ok? Alors, on va avoir un point ici, nb1. On va avoir un point ici. nb1, c'est en rouge parce que nb1 n'a pas de valeur, ainsi de suite et tout. Alors, on va dire, par exemple, on va afficher système.out.println saisit le nb1. Le nb1. On est déjà habitué à notre classe scanner et système, notre classe système égale new scanner system.in saisit le nb1. Donc nb1 serait égal à ce qu'on a saisi au niveau de formulaire. Ok? Et nb2 sera égal aussi à ce qu'on a saisi au niveau de formulaire. Ok? En réalité, dans notre code, il n'y a pas d'erreur. Ok? Il n'y a pas d'erreur. Tout est correct, c'est rouge, et c'est pas rouge, c'est bon. Vous dites, ok, le client peut avoir le logiciel. Mais on risque d'avoir un problème. Imaginez tout simplement que on demande au client de saisir nb1, il fait 0 et il met 12. Ok, attendez, ici j'avais pas mis le test. Saisie nb1, je préfère avoir le test et puis saisie println et puis j'ai dit saisie nb2. Voilà. On va recommencer. Il a saisi 0, deuxième valeur 12. Ok, c'est bon, je vais afficher les résultats. System.out.println les résultats et calcul. Ok? Donc, je reprends l'exécution. Saisie nb1 0, nb2 45, les résultats est 0. Ok? Je fais encore l'opération. Je mets 12, je mets 0 et là, le programme bug. Le programme pose un problème. Parce que je suis en train de diviser 0, ce qui n'est pas possible, ce qui génère une exception, arithmetic exception. Vous comprenez? Alors, si vous n'avez pas géré cette exception, l'erreur va être déclenchée et ça va arrêter le logiciel. Ainsi, vous avez vu, le message qui devait afficher les résultats ne s'est pas affiché parce que le programme a été arrêté à cause de l'exception. Or, pour des logiciels professionnels, les risques arrivent parce que là, par exemple, vous avez donné un logiciel à un utilisateur, il saisit le nombre qu'il veut. Alors, si vous ne gérez pas les exceptions, le logiciel va commencer à bloquer à chaque fois que lui va commettre des erreurs. Alors, pour faire en sorte qu'il y ait un programme
plus robuste, vous allez mettre toute cette expression dans une exception et puis vous allez permettre à ce que cela puisse se passer un peu plus correctement. Ainsi, par exemple, ici, on a arithmetic exception. C'est l'exception qui a été générée. Donc, comment on va faire? Je vais copier tout ça. Je mets try. À l'intérieur de try, nous allons mettre le code qui est susceptible de générer une erreur. Donc, dans notre cas, c'est tout notre code ici qu'on a dû mettre en place. Alors, après avoir fait cela, vous devez déterminer l'exception qui doit être gérée. Donc, on fait catch. Ici, il s'agit de quelle exception? Arithmetic exception. Vous mettez une variable. Donc, le arithmetic exception. Et puis, bon, comme c'est un paramètre, donc vous mettez le nom du paramètre à côté. Moi, je le mets et tout simplement. Alors, en ce moment, je peux mettre maintenant un message personnalisé qui va permettre de dire, par exemple, 0 ne doit pas être divisé. OK? Là, la différence qu'on aura ici, je vais faire ça, de zoomer un peu. La différence qu'on aura ici, c'est que quand j'exécute l'application, en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre 12, 0. Le programme ne s'arrête pas. Il n'y a pas de rouge, il n'y a pas d'erreur. Pourquoi? Parce que il a attrapé une exception, arithmétique exception, et il a exécuté ce que je lui ai demandé au cas où cette exception était levée. Vous comprenez? Maintenant, il y a un problème. C'est que là, nous avons juste fait le catch d'une exception. Donc, nous avons simplement dit que l'exception qui doit être gérée, c'est l'arithmetic exception. Il attrape arithmetic exception. Imaginez que ça puisse être une erreur de conversion. Je vais faire cela. Donc, je vais faire int test égale integer.pass. Int, je mets t. T n'est pas un chiffre, mais je suis en train de le convertir pour le stocker dans un int. Automatiquement, ça va générer une number format exception. Mais comme je ne l'ai pas géré, l'exception va être déclenchée directement. Donc, si je fais exécuter, je saisis ma valeur, je mets 80. Il a certes calculé, mais à la fin, il a généré une number format exception. Parce que je suis en train de vouloir convertir une lettre dans une variable numérique. Ce qui n'est pas possible. En ce moment, j'ai trois façons de gérer cela. La première, c'est celui d'ajouter un autre catch. On peut ajouter autant de catch que l'on veut gérer. Donc, je peux dire encore catch number format exception. Number format exception. Et là, je dis que pour le cas de number format exception, system.out.println, erreur formatage par exemple. OK? Donc, en ce moment, si j'exécute, on aura erreur formatage. Donc, il vérifie est-ce qu'il y a une erreur arithmétique? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un number format exception? Oui, il y en a. Et je peux aussi dire que je veux avoir un message unique pour mes exceptions. Donc, ça veut dire je peux gérer les deux exceptions ensemble. En faisant simplement, en séparant par l'opérateur OU. Donc, je peux mettre number from arithmetic exception ou number format exception. En ce moment, et arithmetic et number format exception auront un message commun.
Donc, erreur. OK? Mais si j'exécute 50, 150, OK? En exécutant, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais me retrouver avec... je me retrouve avec les éléments que vous avez là. Maintenant, le problème ici, c'est que on a les résultats, on a les choses qui se présentent et on a ici une erreur qui se présente au niveau de number format exception. Et tous vont afficher une même erreur. Alors, on peut utiliser la variable qu'on avait créée pour récupérer le type d'erreur générée. En ce moment, on peut concaténer pour dire get message. Alors, en ce moment-là, il va nous déterminer, certes, il va gérer de manière commune, mais pour les erreurs spécifiques, il va afficher error for input string T. C'est le message qui vient de l'exception qui a été générée. OK? Et de manière générale, si par exemple, j'ai géré l'arithmétique exception et que je ne sais pas quel autre type d'exception peut être déclenché, en ce moment, je peux tout simplement globaliser en mettant à la fin de tout le catch simplement une exception. L'exception représente toutes les exceptions possibles. En ce moment, on aura une exception qui veut dire, je vais mettre erreur inattendue. Quand on exécute, donc on a erreur inattendue. Pourquoi? Tout simplement parce que on a certes géré arithmetic exception, mais à côté on a l'erreur générale. Donc toutes les erreurs confondues vont être gérées dans la partie exception. Voilà un peu comment est-ce que la partie exception va se présenter. Alors on a fini déjà notre partie. Ça fait 1 heure que je parle. On a fini notre partie. On va revenir sur notre calculatrice. Donc aujourd'hui, on a vu le getter et les setters. On a vu le string composant. On a vu quelques événements, le string événement, les conditions, les boucles, les cast et conversions, le wrapper, le try catch. Alors on va rapidement développer un peu notre calculatrice. Alors, la calculatrice est là. Ça veut dire que dans la programmation, on va commencer d'abord par développer les boutons ici. Et on va faire la concaténation. La concaténation, c'est quelque chose de très important que vous devez retenir ici. Et les conversions, c'est ce qu'on va utiliser dans le développement de la calculatrice. Donc, on va développer sur le bouton 1. Donc, action performed. Voilà, je viens là. C'est le bouton 1. Voilà, il est là en bas. Je vous ai toujours dit que la méthode est reconnue. Vous avez le nom de la commande plus l'action. Donc, voilà, parce que deux fois, ça ne descend pas forcément. Alors, donc ici, tout ce qu'il va faire, c'est que je vais appeler écran. Écran a une méthode setText qui me permet de remplir le texte au niveau du composant. De la même façon, je vous avais expliqué, donc il y a les setters et les getters. Donc les set va nous permettre de placer et les getters va nous permettre de récupérer. Donc écran setText, on va mettre la valeur de l'écran. Donc écran getText plus 1. Donc tout ce qu'on aura sur le texte test, on va l'ajouter au niveau de ligne. Donc on peut copier le même code pour les autres boutons. Donc c'est important de comprendre la concaténation. Cet exercice nous donne un peu quelques maîtrises sur la concaténation. Action performed 2. Et là,
Je mets 2. Je continue. 3. Action performée. Action performée. 3. Bref, vous comprenez comment ça se passe. Donc, vous allez... bon, je peux continuer, c'est pas grave, je fais ça rapidement. Je peux doubler-cliquer aussi, parce que l'action performée, c'est l'action par défaut. Au lieu de tout le temps faire clic droit, action performée, par défaut, dans les commandes, on a action performée, donc c'est 4. Vous pouvez double-cliquer pour aller aussi rapide. Donc, je viens là, je double-clique. Et c'est une action performée qui se génère. Je supprime les commentaires. Et là, c'est 5. 6. 7. 8. J'ai double-cliqué sur 8, hein. Sur 9. Voilà, 9. Le point action performée, il est déjà là aussi. Je vais ajouter le point. Voilà. Alors, après, on a le signe. Je vais monter un peu pour fermer ça. Il faut générer le code ici, on peut le fermer là avec le plus. Je vais créer une variable que je vais appeler signe. Donc, string signe. OK? Alors, plus. Plus, voilà, je vais enlever ça. Plus, signe, égale plus. Moins. Je moins là. Action performée. Signe égale moins. Vous voyez le rôle des variables. C'est de garder, de conserver des valeurs et des valeurs qui peuvent varier. Donc ça veut dire, c'est un peu comme l'assiette. L'assiette, c'est un conservateur. Il peut avoir les feuilles de manioc, les haricots, le riz, le poisson, bref. On peut y changer les contenus, mais le conteneur reste l'assiette. C'est ça les variables. Les variables, ça reste des conteneurs et les contenus peuvent changer. Voilà, donc je vais faire signe égale divisé, point virgule. Effacer. Écran. C'est texte. Voilà. Alors. Oh, 0, on n'avait pas programmé, hein. 0. Écran 0.
Après, voilà. Égalité. Égalité, on va juste faire les conditions. On va y mettre des conditions. Donc, ça veut dire... on va y mettre des conditions. OK? Mais maintenant, le point, c'est qu'on a valeurs. On a des valeurs qu'on va considérer. Ici, int val1, qui est la première valeur qu'on saisit. Int val2, qui est la deuxième valeur que l'on saisit. OK? Donc, c'est ça le principe. Alors, on va avoir... je vais quand même faire une chose. Je vais ajouter un petit champ. Je vais ajouter un petit champ. Donc, je vais, par exemple, effacer. Je vais le faire descendre là. OK. Je vais ajouter un petit champ. Je vais allonger un peu. Et puis, on va prendre tout ça. On le fait ensemble, hein. Alors, c'est juste pour permettre à ce qu'il y ait un peu plus, voilà, on le descend un peu, puis on le descend là, un peu plus gros, comme ça, et puis je duplique là, un peu plus là au-dessus, je diminue ça un peu, voilà, comme ça. Ok, donc le champ de variable, là, c'est écran 1. Ok, voilà. Alors, maintenant, ce que je vais juste faire, c'est, bon, effacer. Effacer, je vais effacer dans tout le contexte. Donc, je reviens sur effacer. Effacer. Voilà, il est là. Donc, je vais effacer sur écran. Et puis, écran 1. Écran 1, c'est texte. Voilà. Alors, après avoir fait cela, qu'est-ce que je veux faire sur égal? Égal, ça veut dire, je vais prendre la valeur qui est saisie, la conserver dans val1. OK? Donc, à chaque fois que l'on clique sur signe, je conserve ça dans val1. Et puis, l'égalité va venir faire... on va venir faire l'addition après. OK? Alors, donc, on va faire... je vais faire ça de manière simple, mais la réflexion, l'algorithme du calculatrice peut être amélioré. Moi, j'ai fait quelque chose de simple pour faire une base, mais on peut l'améliorer pour avoir une calculatrice complexe, tout ce que vous voulez, et le design, quoi. Donc, je dis ceci. À chaque fois que l'on fait signe, donc je commence par plus. Je vais pas seulement mettre plus, voilà. Donc, je donne le signe et je passe à 20. Écran get text. Je le passe cette valeur et je supprime écran. Je supprime écran et puis je passe à écran 1 la valeur qu'on a. Donc ça sera val1 plus plus. OK? Donc val1 sera égal à ça. OK? Donc, on aura ça comme ça. OK? Voilà. Donc, voilà. À chaque fois, on va avoir cette opération comme ça. Donc, je vais faire pareil pour moins. Je vais faire ça pour moins aussi. Pour moins. Moins pareil. On verra les résultats. On va faire pareil aussi pour multiplication. On va faire pareil pour la multiplication.
je vais faire ça comme ça pour faire la multiplication. Et puis après, on va faire pareil pour la division. 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 Donc, val 1, integer, écran, on passe val 1, ainsi de suite et tout, voilà quoi. Donc. Ah, ok. Donc, ça voudrait dire ici, on a les résultats. Alors, donc, au niveau de signe, on a fini. Maintenant, on va travailler le bouton égal. Donc, l'égalité sera égale à quoi? Donc, l'égalité, ça sera égal à, on aura, parce que val 1, on a mis, donc val 2 sera égal à integer.pass écran getText, l'écran qu'on a eu, ok? Et puis, on va concaténer écran 1 set texte. On va concaténer ça, donc écran 1 getText plus val 2. Donc le signe qu'on aurait choisi, on va le concaténer pour faire l'opération. Alors après, on a int calcul. Maintenant ici, c'est les conditions qui vont se poser. Maintenant, on va faire if. Ok? If. Je vais d'abord aujourd'hui expliquer le if. Et puis je vais donner des éléments un peu plus simplifiés plus tard. Parce qu'il y a d'autres façons aussi de le faire. Donc if sin equals plus. Ok? Donc si le signe est égal à plus, on fera int calcul sera égal à val 1 plus val 2. Ok? Et écran sera égal au résultat qui sera calcul. Ok? Alors comme c'est une chaîne de caractères, il va poser un problème. On peut le concaténer juste avec une chaîne de caractères pour que ça ne génère pas une erreur. Ok? Alors, après, on va faire un else if parce que avec les if, il y a une possibilité lorsqu'il y a plusieurs conditions, on peut le faire avec else if. Donc, ça veut dire, au lieu de faire else directement, je vais copier avec le clavier, on va faire else if. Donc, else if moins, else if le signe est égal à moins, on fera val 1 moins val 2. Val 1 moins val 2. Else if multiplication multiplier. Donc, ça, c'est la multiplication. Ici, on a la division. Donc, else if division. Ok? Donc, voilà un peu comment est-ce qu'on peut gérer cela avec le if. Mais il y a une manière plus simple de le faire. Mais je crois, pour aujourd'hui, on va mollo mollo. Je crois que la formation est encore pour 1 mois. Donc, on aura le temps d'améliorer la façon de faire. Mais voilà comment les choses se présentent. Donc, on a int calcul val 1 plus val 2. Et puis, on affecte la valeur. Donc, on passe la valeur de l'autre côté. Et puis, voilà. Bon, on va tester si ça va, ça marche bien. On va exécuter. Si l'algorithme pose de problème, on pourra toujours l'améliorer. Donc, on fait 12, par exemple, plus
50 égale 62. Ok? Donc, je peux faire 62 plus 63 égale 125. 125 fois... Ah, j'avais pas enlevé les 20 de mousse. Faudrait que je l'enlève sur le moins. Parce que on avait fait aussi la programmation sur les 20. Et vous allez remarquer les événements que vous utilisez seront un peu plus noirs. Ça sera en gras par rapport à des événements non utilisés. C'est pour vous permettre de vous retrouver aux listes des événements que vous avez déjà utilisés. Alors, je vais revenir, clic droit, event, mousse event. Je vais enlever ce code-là, mousse entered. Il est là. Je le supprime. Voilà. Donc, voilà, vous avez votre calculatrice. Donc, 45 divisé par 2 égale. Maintenant, le point ici, c'est que vous avez remarqué que logiquement parlant, il fallait que ça soit 22,5. Si je ne me trompe pas. Ça devait être 22,5. Mais pourquoi il a mis 22? Parce que nous avons utilisé une variable int. Les int, ce sont des entiers et ils ne prennent pas en compte les virgules. Si on veut dans nos calculs avoir des virgules, on doit utiliser une variable décimale. Donc on va juste modifier cette partie et on va clôturer notre vidéo. Voilà, donc c'était juste pour vous faire comprendre comment c'est important de savoir quel type de variable déclarer. Donc si je fais double, comme les calculs doivent accepter les virgules, donc je mets ça en double et je viens au niveau d'égal pour mettre int double. Bon, je peux le déclarer une fois et l'utiliser plusieurs fois pour éviter de le déclarer tout le temps. Donc je vais faire double calcul et ici je vais simplement commencer à appeler la variable calcul. Comme ça on l'utilise, on l'initialise pas tout le temps, on l'a juste fait au début. Voilà. Alors, donc, si je fais 45 divisé par 2 égale 22,5. Pourquoi c'est fait? Parce que cette fois-ci, j'ai utilisé une variable décimale. Voilà. Voilà comment est-ce qu'on a eu à faire notre partie de vidéo. Donc, la partie formulaire, c'est bon. Donc, voilà. Donc, calculatrice, c'est OK. Deuxième exercice, on va essayer un peu de juste faire avancer un peu les choses. Mais je crois que deuxième exercice, je veux faire une vidéo intermédiaire. Donc, ça ne sera pas une totale vidéo. Une vidéo intermédiaire où je vais juste expliquer le formulaire enregistrement de membres sans base de données. Et puis après, je vais faire la troisième vidéo parce que cette vidéo est quand même assez longue. On va l'arrêter à ce niveau. Donc, dans la petite vidéo qui viendra de quelques minutes, on va expliquer, on va faire le formulaire d'enregistrement de membres sans base de données. Et puis après, on va passer à la troisième vidéo qui est la dernière vidéo de la séance 1. Voilà. Merci et plein de bonnes choses. Formation Java, ADIC, African Development and IT Community. Je crois qu'en Afrique, on va à travers cette ONG que nous sommes en train de mettre en place au niveau africain, on va avoir, moi l'initiateur, je vous offre une compétence, je vous offre une formation, de manière à ce que demain, il y ait aussi d'autres personnes qui vont disponibiliser aussi leur temps pour donner des formations et que la communauté puisse réellement commencer à vivre. Merci et plein de bonnes choses.